Épisode 6. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast du digital. Aujourd'hui, nous allons parler d'e-commerce. Avec moi pour en parler, deux experts du digital. Alors pourquoi, Olivier, en fait un sujet à part entière? Les différents confinements que nous avons connus ces 2 dernières années, ont fait prendre conscience de l'importance d'avoir une plateforme digitale et surtout de l'automatisation d'un processus de commande. Alors j'ai collecté quelques chiffres pour le podcast, aujourd'hui, et ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc quand on regarde en fait sur 2020 la progression des plateformes e-commerce, donc il y a plus de 12 de plateformes e-commerce qui, sont arrivées en 2020 par rapport à avant. Hem Le nombre d'acheteurs en ligne aussi a augmenté, donc nous sommes à 80,5 des internautes qui commandent en ligne. Le commerce de détail en ligne représente environ 8 des ventes totales. Donc si on prend les ventes physiques et les ventes digitales, 8 aujourd'hui sont faites par les ventes du digital, soit 15 d'augmentation des achats en ligne en 2020 par rapport aux années précédentes. Et on remarque aussi que c'est dans le B2B, qui est un secteur souvent traditionnel, que la plus grosse progression s'est faite l'année dernière. Donc on remarque qu'on a 34 de plateformes et d'acheteurs, en plus en ligne sur des plateformes B2B. Et le fait d'avoir une plateforme de commande en ligne est devenu un critère primordial dans le choix d'un fournisseur. Très bien, d'où l'importance évidemment d'avoir une bonne présence digitale. Sommes-nous trop tard si nous ne possédons pas encore de plateforme d'e-commerce? Non, bien entendu. Les grands acteurs comme Zalando et Amazon ils ont des marges opérationnelles assez faibles, l'ordre de 3%, et qui les ont obligés à se diversifier sur d'autres secteurs d'activité ou de services. Par exemple, moi je pense à Amazon Web Services, qui s'appelle aussi AWS, qui représente aujourd'hui 17% du revenu d'Amazon au niveau mondial. Donc avec ces revenus tiers, ils ont réussi aussi également à éponger une certaine perte de revenus, de chiffre d'affaires qui était présent sur d'autres secteurs d'activité. Donc les grands acteurs peuvent encore être bousculés par des nouveaux arrivants sur le marché. Très bien, bah donc en fait, il ne reste plus qu'à y aller, mais par où peuvent commencer nos auditeurs? D'abord, il faut faire une bonne analyse de ses besoins. Donc avant de se lancer dans l'e-commerce, il faut faire une bonne analyse des besoins. Qui dit e-commerce dit produit ou service que l'on va vendre. Donc la première chose à faire, c'est savoir c'est quoi un produit, quelles sont les caractéristiques de mon produit, comment je le définis et est-ce qu'il existe déjà dans des systèmes internes dans l'entreprise. Donc est-ce que le produit existe, certaines caractéristiques techniques ou autres, et savoir les reprendre à partir de ces systèmes. La deuxième chose à faire, évidemment, c'est une fois qu'on a les caractéristiques techniques d'un produit ou qu'on a défini les catégories de produits qu'on veut vendre sur Internet, il faut enrichir ça de contenu marketing qui va intéresser le visiteur et faire en sorte qu'il aille voir plus d'informations sur le produit et qu'il le mette dans son panier. Une fois qu'il l'a mis dans son panier, il faut faire en sorte qu'on ait un flux de paiement qui soit simple et efficace. Essayer de limiter le nombre d'étapes et faire en sorte que ce soit facile d'encoder une adresse de facturation, de livraison, ou un moyen de paiement. Il faut aider évidemment à l'achat en mettant à disposition du consommateur différents moyens de paiement. Donc on parle souvent de PayPal ou de paiement en ligne. Dans le monde du B2B, on parle évidemment de facturation, donc il faut permettre de faire des virements ou d'autres process et surtout mettre aussi en place des moyens de livraison qui vont, intéresser l'utilisateur. Les standards aujourd'hui sont des livraisons dans les 24 heures. Alors si on parle maintenant en retail, avec les dark stores ou d'autres choses, on a même des livraisons dans l'heure ou dans les 2 heures. Une fois qu'on a mis tout ça en place, il faut se dire que ce qui coûte très cher dans l'e-commerce aujourd'hui, ce sont les retours de marchandises. Donc toute la logistique évidemment pour faire la livraison, mais toute la logistique aussi pour récupérer les marchandises, ça coûte énormément cher. Donc il faut essayer de mettre en place sur son site euh, beaucoup d'éléments qui vont aider l'utilisateur à faire son choix et s'assurer que ce qu'il reçoit à la maison, c'est ce qu'il a commandé et ce qu'il s'attend à recevoir. Donc quand on parle dans le retail ou dans les vêtements, dans le fashion, on va mettre en place des outils qui permettent de s'assurer de la bonne taille, que ce soit des vêtements ou des chaussures. Et pour d'autres, ce sont des produits technologiques, bien décrire en fait le produit, bien décrire ses aspects technologiques. Et comme ça, l'utilisateur sait exactement ce qu'il commande et ce qu'il va recevoir à la maison. Une fois qu'on a fait tout ça, donc on a vendu les produits, les clients les ont achetés, ils les ont reçus à la maison. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en place des analytics pour détecter certains blocages qui pourraient arriver sur le site. Donc on a un funnel de vente qui sont en plusieurs étapes. On peut détecter avec des analytics très facilement
qu'un consommateur est bloqué dans l'étape 2 ou que la majorité des consommateurs ne passent pas à l'étape 3. Donc c'est peut-être qu'il y a quelque chose sur le formulaire qui les empêche de passer d'une étape à une autre. Et ce sont les analytics propres à l'e-commerce qui vont permettre d'analyser ça. Et une fois qu'on a mis encore une fois tout ça en place, il nous reste à mettre le marketing automation. Donc si on détecte que des gens remplissent un panier mais n'achètent pas ce panier, on peut les relancer 1 semaine ou 2 semaines plus tard en disant vous avez configuré un panier, pourquoi vous ne voulez pas acheter ce panier, ou essayer de les pousser à l'achat en mettant des promotions personnalisées par rapport aux produits qui sont dans ce panier ou même par rapport au montant du panier. Mine de rien, ça fait énormément de choses à maîtriser avant de se lancer. Oui. Du coup, Alexandre, comment ça se passe au niveau de la plateforme ? Je pense qu'il faut remettre tout ça, gérer à plat et faire ça étape par étape. C'est important en fait de pouvoir penser à toutes ces étapes-là, de bien les avoir en fait en tête avant de se lancer dans un e-commerce. Donc le principal est de créer en fait une vision, une feuille de route. Donc déjà mettre, comme ce que je disais, vraiment les différents process, les différentes étapes qu'on va avoir à faire. Ensuite, on va mettre en place une version minimaliste de la plateforme e-commerce qu'on va plutôt communément appeler un MVP, qui va permettre de pouvoir se lancer et d'avoir un minimum de retour d'expérience par rapport en fait à la plateforme e-commerce. Pourquoi on va mettre ça en place? C'est en fait pour pouvoir déjà avoir un premier retour d'expérience et un retour sur investissement. Parce qu'une plateforme e-commerce coûte de l'argent à mettre en place et automatiquement, on va nous demander des comptes. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça a marché? Et donc avec ce MVP, on va avoir un premier retour. Et ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on va avoir les premières ventes en place, on va capitaliser. C'est-à-dire que le process va être là, les best practices sont en place et il va simplement falloir maintenant mettre du contenu, documenter, mais les process seront déjà ici et donc on va décupler en fait la force de vente. Donc après, le retour sur expérience va devenir largement meilleur. Très bien, merci beaucoup. Pour regarder, c'est mettre en place différentes phases. Donc dans la phase 1, comme disait Alexandre, ce qu'on va vraiment mettre en place, c'est le fait déjà de vendre des produits. Et ensuite, comme j'expliquais, le marketing automation ou d'autres notions, tout ça peut venir plus tard. Donc le but, c'est de lancer le site web, de capitaliser sur des retours clients, ce qui fonctionne pas sur le site ou sur l'e-commerce, avoir des premiers retours aussi au niveau des chiffres. Donc il y a les premières ventes qui ont lieu. Et ça va servir, les premières ventes vont aider en fait à budgétiser les phases suivantes. Et ensuite, les retours clients sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas vont aider à prioriser les futures fonctionnalités qu'il faudra mettre en place sur le site e-commerce. Et donc, la feuille de route, même s'il est définie au départ, après les phases, elle peut changer. Donc, les priorités et les contenus des phases peuvent changer selon les retours qu'on a des clients. En effet, et ça m'aide à rajouter un petit key takeaway pour nos auditeurs que je vais citer immédiatement. Donc, le premier serait d'analyser ses besoins en prenant en compte toutes les notions, de mettre en place une roadmap, une feuille de route, comme Alex l'a expliqué. Et le troisième key takeaway, c'est comme tu viens de l'expliquer toi, Olivier, c'est avancer par phase en profitant du retour client, mais aussi du retour financier des phases précédentes pour prioriser les phases suivantes. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci encore, Olivier. Merci encore, Alexandre. Avec Merci plaisir. Stéphanie. Bonne journée, merci Stéphanie.